Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la une édition entièrement consacrée au débat qui s'ouvre lundi prochain à l'Assemblée nationale sur la politique migratoire de la France. En effet, c'est le 7 octobre que commence le débat sur la politique migratoire de la France et de l'Europe et c'est prévu donc à l'Assemblée nationale. Il sera précédé d'une déclaration du gouvernement lue par le Premier ministre Édouard Philippe. Le sujet a été la source de tensions même au sein de la majorité et le président Emmanuel Macron en a fait le thème de plusieurs de ses interventions ces dernières semaines. Pour discuter donc de ce sujet et tout le long de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, à ma droite, Amara Makoul, qui est chef adjointe à France 24 et elle est sur le site Info Migrants. On reviendra peut-être pour le présenter. Et Roselyne Febvre, qui est chef du service politique à France 24. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Roselyne. Alors, on va peut-être commencer avec le président et justement ses déclarations. On le voit qu'il a un peu durci le ton, il a changé un peu son discours sur l'immigration. Est-ce que c'est la montée des mouvements populistes qui le pousse aussi à changer de ton pour élargir un peu sa base? Oui, alors il y a deux aspects, vous avez raison. Les populistes sont des gens qui ont peur et l'immigration fait partie de ces peurs. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, notamment avec l'Italie qui a supporté pendant longtemps le poids seul de l'immigration et qui s'est jeté dans les bras de Matteo Salvini. Enfin, plus maintenant puisque ce gouvernement est défait. L'Allemagne qui est marquée par la montée de l'extrême droite également. Dans beaucoup de pays, les populistes sont au pouvoir. Et c'est paradoxal parce que les flux migratoires en direction de l'Union européenne n'ont jamais été si bas. Donc c'est étonnant. Et depuis notamment la crise des réfugiés de Syrie. Ouais. Alors Emmanuel Macron a changé de discours, vous avez raison aussi, depuis son élection. C'est un véritable salto politique, parce que rappelez-vous, en 2015, il applaudissait des deux mains ce qu'avait fait Angela Merkel, d'accueillir 800 000 personnes en Allemagne, alors que le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, freinait des cas de fer. Donc il a évolué. Dans son discours, dans ses discours, il parle beaucoup du thème de l'insécurité culturelle, qui est emprunté à un géographe. Donc ça s'est imposé dans ses discours. Et surtout, il pense qu'en 2022, la présidentielle, il affrontera Marine Le Pen, que ce sera sur le thème de l'immigration, et il veut avoir un bilan en matière d'immigration pour lui dire: on a fait des choses pour pas rester un peu comme deux ronds de flanc. Donc il y a ça aussi qui va peser. Et puis il veut un débat apaisé. Alors le pourra-t-il? Parce que ça va remettre en cause. Est-ce que ça va remettre en cause beaucoup de choses? Pas sûr, mais en tout cas une remise à plat. Est-ce que ça peut être fait de manière apaisée? C'est un peu son défi. Oui, c'est un peu difficile justement. Et d'ailleurs, Amnesty International France et 4 autres ONG ont appelé les députés à élever le débat lors de ces discussions. Pendant ce débat, rappelant encore une fois que c'est un débat sans vote. Peut-être déjà à quoi ça sert un débat sans vote, mais surtout, vous venez de le dire justement, puisqu'on se pose la question, est-ce que ça va être un débat qui peut être apaisé? Mais en tout cas, on ouvre la porte à des questions très épineuses et qui vont être assez houleuses et des échanges assez houleux. C'est sûr, mais il va falloir poser les choses sur la table. C'est ce que veut le président de la République, c'est pourquoi dans ce pays il y aurait une fatalité à ce que ce soit l'extrême droite, le Rassemblement national qui préempte les sujets d'extrême droite. Ça veut dire que c'est leur laisser tout crédit pour dire des mauvais chiffres, pour faire peur aux gens. Donc, pourquoi ne pas en parler? Mettre les choses sur la table. Il n'y a aucune raison que le Front National, le Rassemblement national préempte ces sujets-là. Donc, il faut répondre aux peurs par des faits. Et les ministres concernés vont s'exprimer. Donc, il y aura Jean-Yves Le Drian pour les affaires étrangères, la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur la fameuse aide médicale, on en reviendra et le Premier ministre, et Édouard Philippe, et puis bien sûr Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et chaque groupe aura la parole sur le sujet. Donc, ça s'appelle la démocratie. On met les choses à plat, on en parle, on parle des vrais chiffres, on donne les vraies données, et après, le débat peut
espérons-le, s'installer de manière paisible. Sachant que c'est Il ne un doit pas y sujet, avoir en de tout tabou cas. en réalité. Non, Parce que plus effectivement, on met la mais poussière sous le tapis, plus absolument. ça donne ce qu'on a depuis des années, c'est-à-dire un Front National très haut, avec des Français qui... Mais tout dépend jusqu'où est-ce qu'on est prêt vraiment à balayer cette poussière, j'ai envie de dire. Mais on y reviendra. Alors, Amara, l'aide médicale d'État, c'est ce dont vient de parler justement Roselyne, c'est un sujet qui s'impose lors de ce débat. Alors, il y a eu pas mal d'allers-retours sur cette aide. On va l'annuler, on la garde, etc. Je rappelle juste qu'elle est exclusivement destinée aux étrangers en situation irrégulière. Mais le projet de réforme évoqué à un moment aurait a priori été abandonné finalement. Mais ça reste quand même un débat qui va s'imposer là. Oui, tout à fait. On en a beaucoup parlé en prévision de ce débat sur l'immigration. Déjà, qu'est-ce que c'est l'aide médicale d'État? On a tendance à penser que n'importe quel migrant dans la rue y a droit. En fait, pas tout à fait. Oui, c'est pour les sans-papiers, mais il faut justifier d'une résidence fixe durant les 3 derniers mois et de très faibles revenus. Il s'agit environ, ça dépend des situations de chacun, mais pour un homme seul, il s'agirait de 9 962 € par an, moins de 9 962 € par an. Finalement, on a entendu que ça relevait plutôt du ministère de la Santé et donc il se pourrait qu'on n'en parle pas. Mais toutefois, la santé des étrangers, puisque c'est de ça qu'il s'agit, des immigrés, des étrangers, va quand même faire partie du débat au Parlement, puisque là, le gouvernement entend quand même bien lutter contre ce qu'il considère comme pouvant être du tourisme médical et il se penche plutôt sur la CMU, la couverture médicale universelle. Alors, ce qui pourrait être envisagé, c'est peut-être la mise en place d'un délai de carence de 3 mois avant qu'un demandeur d'asile ne puisse y accéder. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. À partir du moment où il est demandeur d'asile, il a la CMU. Il a accès à la CMU. Voilà. Parce que les demandeurs d'asile, il faut le savoir, ne peuvent pas travailler pendant 9 mois à compter du moment où ils déposent la demande d'asile. Donc c'est pour ça qu'ils ont à la fois l'ADA et la CMU. Et puis, ils voudraient également augmenter les contrôles, avoir des contrôles beaucoup plus stricts pour vérifier que des détenteurs de visas touristiques ne bénéficient pas de cette CMU. D'accord. Voilà. Enfin, sachant, encore une fois, peut-être juste un mot sur cette question de la santé, puisque c'est aussi quelque chose, c'est une carte qui est assez utilisée, par exemple, par ceux qui sont anti-immigration pour dire, en gros, non seulement il y a une invasion d'immigrés, on reviendra sur les chiffres, mais en plus, ils viennent profiter un peu du système de santé, de la sécurité, alors qu'on a déjà des problèmes à se prendre en charge nous-mêmes, quoi. Enfin, en gros, c'est vraiment un point assez sensible dans le débat sur l'immigration. C'est un point sensible, mais quand on voit la réalité du terrain, nous sur le site Info Migrants, on va beaucoup sur le terrain dans les camps qu'il y a à Paris, ailleurs en France également. Les migrants dans les camps ne sont pas soignés. Ils ne bénéficient pas de la couverture médicale universelle, ils ne bénéficient pas de l'AME parce qu'ils sont dans la rue tout simplement. Et on voit des cas de maladies qui ont disparu en France, la gale, parfois pire, qui sont pas soignées. Il y a des personnes qui reviennent de Libye qu'on a rencontrées, qui avaient subi des tortures en Libye, qui avaient des problèmes qui nécessitaient des opérations médicales, notamment un qui avait la hanche cassée, qui traînait sa hanche cassée dans la rue et qui vivait à même le sol. Et c'est la clinique mobile de MSF qui nous a mis en contact avec lui. On a pu raconter son histoire. Il nous a raconté comment il avait subi tout ça. Donc, il y a beaucoup d'intox en fait. Sur le... Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intox, mais ce n'est pas de l'ampleur que ça laisse, oui, que les rumeurs laissent penser. Voilà. Alors, quels sont les autres chantiers qui sont à l'ordre du jour de ce débat? Il y en a beaucoup. Ça va de la demande d'asile aux prestations sociales, à l'immigration familiale et même au recours à la rétention. Et ça peut sembler étonnant parce que la loi Asile-Immigration avait déjà abordé ces questions-là et ne date pas de très longtemps et avait déjà changé pas mal de choses. Concernant par exemple l'immigration familiale, le gouvernement entend renforcer les contrôles et essayer de la limiter. Mais toutefois, il ne peut pas vraiment se soustraire aux obligations qui apparaissent dans la Constitution et également dans les conventions internationales qui consacrent le droit à la vie privée et familiale. Mais comment va-t-il faire? Là est toute la question. On ne sait pas vraiment quelles vont être les mesures. Il faut savoir que ça concerne 90 000 personnes par an, ce qui n'est pas un chiffre énorme quand on regarde le nombre global d'immigrés et d'arrivants sur le territoire. Ils ont également évoqué peut-être un contrôle plus strict des attributions de prestations sociales et ce serait peut-être en fonction de comment la personne est arrivée sur le territoire français. Donc il s'agit que même quand on est régulier, plusieurs années après l'arrivée sur le territoire français et qu'on pourrait bénéficier d'allocations, eh bien, le fait d'être arrivé de façon illégale pourrait influer sur les aides. L'attribution, oui.
Tout à fait. Et sur la loi de l'asile, le gouvernement a tendance à penser que le pays est trop attractif. Mmh. Donc, à des pistes pour le rendre moins attractif pour les Ouais. demandeurs d'asile. Donc, ils vont rouvrir ce chantier malgré, donc, comme je disais, que la loi asile-immigration est encore récente, et peut-être élargir encore les Mmh. possibilités de placer en centre de rétention et, je pense, faciliter les expulsions. Roselyne, justement, le droit d'asile, c'est quelque chose dont on parle à chaque fois, hein. C'est un peu l'Arlésienne qui revient assez souvent. Les associations, Emmanuel Macron a commencé par dire que le droit d'asile a été dévoyé. Les associations disent que ce n'est pas par les demandeurs d'asile qu'il a été dévoyé, effectivement. Non. Alors, en Oui. tout cas, ce que répondent les associations, est-ce que c'est un peu la boîte de Pandore qu'on ouvre? Parce qu'on le voit, par exemple, là, Marine Le Pen va faire une déclaration. Alors, finalement, elle va faire une déclaration dans l'hémicycle et elle va aussi faire une conférence de presse. Ça tire un peu dans ce sens-là, en fait. Oui, bien évidemment. De toute façon, c'est son fonds de commerce, hein, donc l'immigration. Donc évidemment, elle va se jeter dessus et elle va contredire ce qui va être dit. Elle va peut-être elle aussi amener des chiffres. Ce que je voudrais dire, c'est que le droit d'asile est un droit imprescriptible. Ouais. Voilà, donc il est chez nous, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas dire à des gens qui viennent de pays en guerre, non, écoutez, vous êtes gentils, vous partez chez vous. Donc on est obligé de regarder leur situation. En revanche, ce qui est très juste, c'est quand on regarde les chiffres, il s'avère que les demandes d'asile proviennent en grand nombre de pays, en premier de l'Afghanistan, en deuxième de la Géorgie et en troisième de l'Albanie. Donc ces deux derniers pays, ce sont des pays sûrs, hein, ce pas des pays en guerre, donc c'est plutôt une immigration économique. Je crois que c'est 91% des Albanais qui ont été déboutés. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder, parce que c'est pas la même musique, vous comprenez. D'autant que je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que il y a une migration économique, il y a une migration due aux guerres, et il y a une immigration qui est due au réchauffement climatique. Et ça, On va on en dira un revenir mot. exactement là-dessus. On va juste s'arrêter quelques secondes. On revient, plutôt quelques minutes d'ailleurs. On revient juste après le bulletin d'information pour continuer effectivement la deuxième partie de cette émission est toujours consacrée à ce débat sur l'immigration ici en France. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une, ce numéro que nous consacrons aujourd'hui au débat qui aura lieu à partir de lundi prochain à l'Assemblée nationale sur la politique migratoire de la France et de l'Europe. Rosine, alors je reviens tout d'abord vers vous, puisqu'on parlait effectivement de ce qui se passait, de cette demande en fait, de ramener ce débat, d'ouvrir ce débat. Et puis il y a, vous parliez des pays d'où viennent justement les demandeurs d'asile ou les immigrés. Et puis on a vu, vous avez parlé de l'Albanie, puis il y a des raisons de plus en plus qu'on voit le changement climatique. C'est pas que, parce qu'on parlait beaucoup à une époque de ceux qui venaient de Syrie, par exemple, Oui. ou après les révolutions arabes. Aujourd'hui, le profil change. Le profil change. Il y a effectivement, mais là ça s'est calmé sur les guerres, notamment en Syrie. Oui. Il y a effectivement les immigrés économiques, mais ça, ils ont toujours existé. Il y en aura toujours. Et puis il y a ceux qui vont être bouleversés par le changement climatique et notamment par le réchauffement de la planète, quand on va atteindre 1 ou 2 degrés de plus. Et ça, il y a un rapport du GIEC récemment qui montre que le réchauffement climatique va provoquer 500 millions de déplacés. C'est énorme, en plus des réfugiés de guerre. Donc il est important aujourd'hui, justement, c'est pour ça que ce débat doit être intéressant. Et ce n'est pas uniquement la France, ça ne concerne pas que la France. Ça reviendra d'ailleurs. Voilà, ça concerne l'Europe. Et on voit bien. Alors là, c'est un peu le soulagement pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand il y a eu le nouveau gouvernement italien, il est allé tout de suite rendre visite au nouveau Premier ministre italien, justement pour avoir une politique, pour accorder ses violons en quelque sorte, ne pas laisser l'Italie toute seule, qui a porté le poids de l'effort seule pendant un long moment, ce qui a valu quand même à l'Italie d'avoir Matteo Salvini, parce que les Italiens voulaient renverser la table. Donc aujourd'hui, je crois que ce débat, il faut le regarder avec apaisement, on va dire. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il dit avec humanisme
et avec fermeté. C'est un discours politique qu'on a entendu à chaque fois, on est ferme mais on est humain. En réalité, c'est un peu plus compliqué. On sent que politiquement, il a changé de braquet, bien évidemment. Et son défi, ce sera d'avoir un débat qui ne va pas partir dans tous les sens et réanimer effectivement les fractures, les peurs, les angoisses. Et il est là pour justement taire les fantasmes et peut-être les fake news diffusées parfois par certains partis. Alors justement, Amara, sur les fake news, sur les fantasmes, sur les chiffres, quand on les regarde de plus près, contredisent un peu tout ce qui est avancé par des mouvements un peu plus extrémistes qui veulent absolument faire peur de l'immigration. Le droit d'asile, par exemple, qui est un grand sujet dans ce débat. Un autre tableau qu'on va peut-être voir, il y a un tableau qu'on va regarder qui montre que les demandes, effectivement, d'asile ont augmenté de 22%, 22,7%, mais cela inclut les réexamens de dossiers, donc ce n'est pas que 22% de nouveaux dossiers, sauf que les attributions du droit d'asile n'ont-elles augmenté que de 4,3%. Oui, c'est un peu pour la raison qu'expliquait Roselyne tout à l'heure, c'est parce que beaucoup de demandeurs d'asile, un grand nombre, vient de pays sûrs, comme l'Albanie et la Géorgie. Évidemment, ces personnes-là, en masse, on va rejeter leurs demandes. Il faut également savoir que quand on est un migrant irrégulier, la seule façon d'être en règle, c'est de faire une demande d'asile. Donc beaucoup de migrants qui sont des migrants économiques en réalité, qui veulent juste rester sur le territoire français le temps de trouver une solution, un travail, une façon de régulariser, vont déposer une demande d'asile. Parce que pendant tout le temps qu'on est demandeur d'asile, on est en règle. Et on peut même avoir des aides dues au fait qu'on ne peut pas travailler, etc. Et ça explique le fait que le chiffre des demandes est très grand et que le chiffre des acceptations, de l'attribution du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire d'ailleurs, est faible. Après, quand on parle aussi de demandes d'asile attribuées, il ne faut aussi pas oublier les déboutés. Les déboutés, ils sont dans des situations souvent précaires, terribles. Il y a des personnes déboutées qui viennent de pays où il n'y a pas forcément la guerre, mais qui ne sont pas sûrs, comme le Soudan, l'Afghanistan. Et il y a des procédures d'éloignement qui sont en train de s'accélérer, de se renforcer. La France a adopté, pas plus tard que la semaine dernière, une loi qui vise à accélérer la coopération avec l'Afghanistan, justement pour accélérer les éloignements. Et c'est dès le mois de septembre qu'on a constaté, à la fois en vérifiant des informations du ministère de l'Immigration en Afghanistan et en France, que ces éloignements qui étaient vraiment très à la marge toute l'année 2019 avant septembre, reprennent de façon significative rien qu'en septembre. Là, malgré tous les dangers qui peuvent malgré tous les dangers, malgré le fait, représenter le retour dans le pays pour des Afghans. Ces demandeurs d'asile déboutés afghans n'ont jamais connu l'Afghanistan parce qu'ils étaient d'abord réfugiés souvent au Pakistan ou en Iran. Enfin, les 4,3% d'acceptation des demandes d'asile. Parce que là, ça remet un peu en question la phrase qu'on connaît, la France terre d'asile. 4,3%, est-ce qu'on y est encore ? Là, il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs en Europe. En fait, quand on parle de terre d'asile et de destination attractive. Alors, pardon, mais Emmanuel Macron a dit que le demande d'asile en France avait explosé. Autant le flux migratoire avait baissé, autant les demandes d'asile en France avaient augmenté. Pourtant, elles ont augmenté, effectivement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En rajoutant même les réexamens, on est à 22,7%, on n'est pas non plus à 200%. Oui, c'est un peu le. Mais alors, vous, ce que vous dites, c'est que quand on compare. Quand on compare avec d'autres pays. Pas très bien, en fait. C'est pas une explosion comme on peut croire, puisque pour la même période, nous, en France, on a reçu 123 000 demandes et l'Allemagne a reçu 185 853 demandes. Nous en avons accepté donc 4,3 et l'Allemagne 35%. Or, c'est un peu les mêmes types de demandeurs. C'est également en Allemagne des Afghans, encore des Syriens, des Irakiens, beaucoup d'Afghans. Ils ont peut-être moins d'Albanais et de Géorgiens, mais pas mal de Pakistanais, des Bangladais, mais ça reste. Ils ont également beaucoup de migrants qui viennent pour des raisons économiques maintenant. Alors, tout à l'heure, Roselyne le disait, et je vous repose aussi la question, c'est aujourd'hui, la question de l'immigration ne peut plus être traitée uniquement dans le pays. Déjà parce qu'on est en Europe, les frontières sont ouvertes entre la plupart des pays, et puis c'est une question à chaque fois, parce que quand on parle des quotas, par exemple, ou quand on parle d'arrivée de bateaux, alors on les voit passer d'un pays à l'autre, c'est une question qui ne peut être qu'européenne, en fait, finalement.
C'est tout le drame parce que l'Union européenne n'arrive pas à s'accorder là-dessus. Il est impossible de laisser cette question seulement à l'Italie. Comme le disait Roselyne, ça a des conséquences sur la politique interne du pays. L'Espagne est repassée en première ligne quand l'Italie a fermé ses ports. Les arrivées étaient massives en Espagne. La gestion aussi dans le sud de l'Espagne était particulièrement difficile. Les pays ne sont pas toujours... on voit bien que Malte, par exemple, ne fait que refuser les bateaux. On a des informations sur la façon dont sont les migrants dans les centres de rétention à Malte. C'est pas des traitements qui sont dignes de l'Europe, mais ça peut venir également du fait que l'île est dépassée. Il y a beaucoup d'explications qui peuvent être avancées. Le fait est qu'il y a une question de frontière à examiner et qu'on ne peut pas se contenter de sous-traiter le contrôle de l'arrivée des migrants aux gardes-côtes libyens, comme c'est le cas depuis plusieurs années, là, depuis surtout l'année dernière en Europe. Ça provoque énormément de drames humains parce que quand ils sont récupérés en mer par les Libyens, c'est sûr qu'ils n'arrivent plus en Italie. Donc les chiffres d'arrivée en Europe ont vraiment baissé depuis cette collaboration, mais ils sont remis en centre de rétention en Libye. Et là-bas, ils manquent de tout, ils sont torturés et ils reviennent dans les geôles qu'ils fuyaient. Et certains pays payent. Oui, absolument. Il y a eu, d'ailleurs, il y a eu des associations qui avaient dénoncé. Absolument, il y avait plusieurs associations qui avaient dénoncé justement ces pays européens qui payent pour qu'on les retienne et qui ferment les yeux sur dans quelles conditions on les retient de l'autre rive, l'autre côté de la Méditerranée. Alors, politiquement parlant, Roselyne, comment ça se passe en France ? On a parlé de Marine Le Pen, on a parlé d'Emmanuel Macron, mais où sont les autres partis politiques ? Que dit la gauche, par exemple ? C'est un sujet qui était quand même assez important depuis des décennies. C'est l'immigration. C'est quelque chose qui était assez présent dans le discours de la gauche française. La gauche a fait beaucoup d'angélisme, c'est ce qu'on lui reproche pendant des années. Ce que je dirais, mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire parler de l'immigration, oh là là, on se pinçait le nez. Or, il y a un moment, il fallait en parler. Ça ne devait pas être un sujet tabou. Ce qui fait que justement, ça a permis au Front National, maintenant au Rassemblement National, de s'emparer du sujet, mais ça fait très longtemps, là je vous parle sur une trentaine d'années. Une droite qui a essayé de courir après les électeurs du Front National. Donc ça a marché un temps. En 2007, Nicolas Sarkozy avait réussi à assécher le péniste. Il a essayé en 2012, l'affaire n'a pas fonctionné. Et on ne pourra pas faire mentir la prophétie de Jean-Marie Le Pen, qui est de dire que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est un peu périlleux pour Emmanuel Macron et que c'est une sorte de défi. Après, on a eu la gauche de François Hollande, alors qu'il s'était aussi cassé les dents sur la déchéance de nationalité, parce que sa gauche était là. Donc la gauche, sous François Hollande, on a vu qu'elle a essayé aussi d'avoir un débat un peu théorique. Il ne faut pas faire venir tout le monde. On ne peut pas prendre, selon Michel Rocard, donc ce sont une phrase que la gauche s'est aussi refilée, parce que Michel Rocard était un peu l'arbre derrière lequel on pouvait se cacher. Et donc la gauche, en théorie, elle n'a pas fait plus, elle n'a pas fait moins. Elle a juste eu ce que les autres disent un peu plus haut. Certains mouvements de la gauche ont trouvé même qu'à l'époque de Hollande, d'ailleurs, de François Hollande, d'Emmanuel Valls, qu'on s'éloignait justement des principes un peu de la gauche. Mais pour finir, on n'a plus qu'une minute. J'aimerais vous demander du coup, mais que peut gagner Emmanuel Macron et son image, en fait, en s'attaquant à un sujet aussi périlleux que l'immigration ? Ce qu'il peut gagner, c'est qu'il joue 2022. Je vous le disais tout à l'heure, il joue la présidentielle de 2022. Il est persuadé que ce sera le match retour de 2017 et qu'il va affronter Marine Le Pen. Donc pour ça, il va falloir qu'il ait un bilan, qu'il donne le sentiment qu'il n'a pas laissé la place à tous les fantasmes, qu'il a posé les choses sur la table et qu'il a réformé ce qui pouvait être réformable. Alors tout à l'heure, on parlait de la santé, de l'aide médicale. Là-dessus, je ne pense pas qu'il ait une grande marge de manœuvre parce que c'est assez tabou. Ne pas soigner des gens malades, même en situation irrégulière, c'est juste pas possible. Donc, il pourra modifier à la marge, mais en réalité... Il ne sera pas dit s'il n'est pas attaqué, quoi. En gros... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il peut réformer 2-3 choses, c'est-à-dire le panier, de voir effectivement s'il n'y a pas d'abus, mais la marge de manœuvre est très courte. En revanche, de poser le débat, de donner des chiffres et d'y voir clair,
Moi, je pense que c'est plutôt sain et c'est un exercice démocratique. Merci beaucoup Roselyne, en tout cas pour toutes ces explications. Merci beaucoup Amara. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure, sur France 24. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore et très très bon week-end à tous.